Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission du mardi 23 mars 2021, l'émission L'écho des femmes. L'écho des femmes a choisi de vous parler aujourd'hui de l'endométriose, qui est une maladie complexe qui peut récidiver dans certains cas et générer des douleurs chroniques. On estime que 10 à 20% des femmes souffrent d'endométriose. Toutes ne sont toutefois pas diagnostiquées car beaucoup sont atteintes de formes peu étendues. L'endométriose est à l'origine de près de la moitié des règles douloureuses appelées dysménorrhée. En outre, 5 à 15% des cas d'infertilité ou de sous-fertilité sont attribués à l'endométriose. L'endométriose entraîne aussi des difficultés de reproduction jusqu'à 50% des cas. La prévalence de l'endométriose augmente avec l'âge. Elle touche principalement les femmes autour de la trentaine, mais peut néanmoins se rencontrer dès l'adolescence. Elle est plus fréquente en cas de ménopause tardive ou chez les femmes ayant eu leur première règle très tôt. Sa fréquence semble augmenter dans les pays développés, mais on ignore s'il s'agit d'une augmentation réelle ou d'un meilleur diagnostic, bien que rarissimes des cas d'endométriose ont été également rapportés chez les hommes. Dans l'émission L'écho des femmes, nous avons décidé de faire la lumière sur cette maladie qui n'est pas très connue. Nous recevons donc Madame Sylvie Jean Lavallée, née à Port-au-Prince, Miss Vidéomax en 1998, présidente de l'association En met tête ensemble contre maladie endométriose et auteure du livre En t'attendant mon combat contre l'endométriose. Notre deuxième invité, le docteur Vladimir Larsen, un spécialiste en endométriose, docteur en médecine depuis plus de 20 ans, spécialiste en gynécologie médicale et chirurgicale. Et pour finir, notre troisième invité du jour, il s'agit de Madame Nidji Salomon Nozil, mère de famille qui s'engage à aider sa communauté à vivre mieux entre eux depuis mai 2020 par le biais des réseaux sociaux avec la collaboration des spécialistes et d'autres parents. Elle est auditrice comptable et aussi mère imparfaite et fière. Nous allons faire une petite pause et on revient tout de suite dans votre émission L'écho des femmes du mardi 23 mars 2021 sur la radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle. À tout de suite. Votre émission L'écho des femmes du mardi 23 mars 2021. Nous avons le plaisir d'accueillir pour vous Madame Sylvie Jean Lavallée, ancienne Miss Vidéomax en 1998, présidente de l'association On met tête ensemble contre maladie endométriose, auteur du livre En t'attendant mon combat contre l'endométriose. Deuxième invité, le docteur Vladimir Larsen, docteur en médecine depuis plus de 20 ans, spécialisé en gynécologie médicale et chirurgicale. Nous avons aussi comme troisième invité Madame Nidji Salomon Nozil, auditrice comptable, mère de famille engagée, blogueuse active et bien sûr mère imparfaite et fière. Ces trois personnes sont avec nous ce soir dans votre émission L'écho des femmes. Alors, un petit rappel, L'écho des femmes est une émission qui a pour but de mettre en lumière certaines femmes qui restent dans l'ombre, mettre en lumière des réalisations faites par des femmes qui sont déjà en lumière, promouvoir la réussite et le progrès des femmes, promouvoir les femmes tout simplement, accompagner les femmes dans leur quotidien de manière générale, beauté, mode, ciné, art et culture, promouvoir l'entrepreneuriat au féminin ou la professionnalisation des femmes, valoriser l'insertion des femmes à des corps de métier souvent ignorés par la société, autre aspect au féminin. Autre petit rappel, si vous voulez participer dans cette émission ou pour passer dans une émission de la radio RPC ou faire passer quelqu'un d'autre, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par email, contact@rpcplus.online, par WhatsApp de la radio qui est le plus 33 si vous appelez de l'étranger. Sinon, vous composez le 07 81 28 31 76 ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou alors vous allez sur la page de l'émission L'écho des femmes ou passez nous voir directement dans notre studio qui se trouve au 141 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux. Bonsoir Madame Sylvie Jean Lavallée, bienvenue à vous. Comment allez-vous? Bien, merci, bien, merci. Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde qui sont branchés. Bonsoir à Dr Larsen, bonsoir Nidji et bonsoir à tout le monde. Bonsoir Nidji Salomon Nozil, bienvenue à l'émission L'écho des femmes, bienvenue à vous. Bonsoir à tous les branchés. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et bonsoir Dr Larsen, bonsoir Sylvie également.
Bonsoir, docteur Vladimir Larsen. Bienvenue à vous. Bienvenue à l'émission L'écho des femmes. Bonsoir, bonsoir à vous aussi et bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs de Radio Passion Culture. Et c'est un plaisir d'être avec vous. Donc, j'en profite pour saluer Sylvie, puisque ça fait un petit temps qu'on ne s'est pas vu. Oui, bon, on a quand même gardé le contact. oui. Et puis, plus récemment, c'est Nidji, puisqu'on a quand même eu des échanges pour quand même travailler autour de cette problématique et aussi de cette promotion qui se fait dans le cadre de la maladie de l'endométriose. Donc, ce sera un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Très bien. Tout de suite, nous allons démarrer avec Madame Sylvie Jean-Lavallée. Bonsoir et bienvenue à vous. Bienvenue dans l'émission L'écho des femmes. Est-ce que vous pouvez compléter votre présentation un petit peu plus en détail pour les auditeurs et auditrices de l'émission L'écho des femmes? Je pense que tu as tout dit. Je suis Sylvie Jean-Lavallée. Je suis Miss Vidéomax en 98. Je suis mariée. J'ai fondé l'association On met tête ensemble contre maladie d'endométriose. Je suis aussi auteure d'un livre intitulé En t'attendant mon combat contre l'endométriose. Je suis une combattante de cette maladie depuis 2016 que j'ai été diagnostiquée. Et aujourd'hui, ben voilà, le combat continue. Voilà. Très bien, le combat continue. Vous avez été Miss Vidéomax en 98. Quel souvenir gardez-vous de cette époque? Alors, le souvenir que je garde de cette époque, j'avais 16 ans à l'époque, donc ça remonte à quelques années. J'étais encore, comment dire, entre guillemets, une teenager. Donc, oui, vous étiez très jeune, hein? Très jeune, c'est ça. J'étais très jeune. Donc, à l'époque, je pense que j'étais comme toute adolescente. Hein. J'étais toujours à l'école, donc j'allais à l'école. J'étais en première, je crois que j'étais en première. Donc, il n'y avait pas vraiment grand-chose qui avait vraiment changé de ma vie. Je continue à aller à l'école, vu que par rapport à aujourd'hui, on est Miss, on a plus tendance à intégrer beaucoup de choses au niveau culturel ou autre. Mais le parcours, ce qui a changé, comme je vous ai dit, j'étais jeune, donc c'était ma petite vie tranquille d'écolière qui allait à l'école tous les jours, quoi. Donc, mais ce fut une très belle expérience parce que ça m'a ouvert beaucoup de portes et aujourd'hui encore, j'utilise cette notoriété justement pour pouvoir lancer cette campagne, pour pouvoir parler de l'endométriose aujourd'hui parce que ça m'ouvre des portes. Et c'est pour ça, voilà, comme je disais, j'utilise cette notoriété en fait pour parler de cette maladie. Voilà, c'est pour cette raison que vous avez créé votre association. Bon, pour parler de cette maladie. Oui. Voilà, pour cette raison, oui, et aussi parce que je veux en parler, parce que j'en souffre personnellement. Donc, c'est une des raisons principales pour faire connaître cette maladie, oui, c'est une des raisons. Voilà, la question, c'était pourquoi avez-vous créé votre association? Voilà, c'est pour cette raison, entre autres. J'ai créé cette association, en fait, c'est pour venir en aide aux autres femmes qui souffrent de cette maladie. Parce que ce que j'ai remarqué, une fois que j'en ai parlé, j'ai vu que je n'étais pas la seule et qu'il y en avait plein d'autres encore qui souffrent, et notamment en Haïti. Donc, j'ai décidé d'ouvrir cette association justement pour venir en aide de ces femmes-là. Je sais qu'elles en souffrent et aussi d'apporter un soulagement, un bien-être et pour qu'elles puissent savoir qu'elles ne sont pas seules. Parce que cette association, elle les enveloppe, en fait, elle les aide à rester en contact avec, comme on appelle, nous, dans notre association, dans notre groupe, on les appelle des endo-girls. Donc, ces filles-là, elles restent en contact entre filles qui souffrent de l'endométriose. On a des contacts, on partage, on se donne des conseils, on se supporte l'une l'autre parce qu'on en a besoin, parce que ce n'est pas une maladie anodine et facile. Donc, voilà, cette association, elle est là pour ça et elle a été créée justement pour venir en aide ces filles-là spécialement qui en souffrent. En tout cas, c'est une très belle initiative, hein? Très belle. Merci. Comment s'est manifestée l'endométriose chez vous, Madame
Sylvie, Jean Lavallée? Chez moi, l'endométriose, je l'ai su à ma 3e fausse couche. Quand j'ai été voir mon gynécologue, il m'a diagnostiqué que j'avais une endométriose. Sincèrement, je ne savais pas c'était quoi cette maladie. J'entendais parler que j'avais des fibromes, que j'avais des kystes, etc., mais pas d'endométriose. C'était la première fois que j'en entendais parler, c'était en 2016. Et il s'avère qu'il me dit, voilà, suite à vos fausses couches, vous souffrez d'endométriose. À ce moment-là, j'ai su que j'ai commencé à faire des recherches dessus et j'ai vu que c'était quoi exactement l'endométriose. Donc, c'est à partir de 2016 que je sais que j'ai découvert que je souffrais d'endométriose. Avez-vous vaincu cette maladie? Alors, cette maladie, malheureusement, il n'y a pas de traitement. Pour vraiment vaincu, je ne pourrais pas dire non. Je pourrais appeler ça, si je l'aurais vaincu, en sorte, si je réussis à avoir un enfant, c'est mon combat. À ce moment-là, oui, je pourrais dire que je l'ai vaincu. Même là encore, même après avoir un enfant, on peut toujours avoir l'endométriose. Donc, est-ce que je m'avouerai vaincue totalement? Je ne sais pas encore. Mais je me bats pour pouvoir vaincre cette maladie, sincèrement. En écrivant justement un livre sur votre combat contre l'endométriose, avez-vous atteint vos objectifs? C'est une façon aussi de combattre cette maladie. Oh oui, totalement, parce que déjà en écrivant, je raconte mon histoire de cette mon parcours à travers cette maladie, en expliquant mes plusieurs fausses couches à maintes reprises, mes 8 fausses couches. Donc, je l'ai expliqué fausse couche par fausse couche dans le livre. Donc, c'est une sorte de témoignage, c'est une sorte de biographie que je raconte dans le livre. Et aussi, je trouve que c'est une victoire aussi parce que beaucoup de femmes sont touchées à partir de ce livre. Elles se disent, bon, je ne suis pas seule, il y en a une qui en a parlé, il y en a une qui a voulu lever la voix. Donc, je pense que c'est une victoire. Quand une des filles vous disent que à travers ce livre, je sens que c'est mon histoire que vous racontez. Donc, je pense que c'est vraiment une belle victoire pour moi. Très bien, Sylvie. Je vais tout de suite passer au docteur Vladimir Larsen. Bonsoir, cher docteur. Bienvenue à vous encore une fois. Est-ce que vous pouvez compléter votre présentation un petit peu plus en détail pour les auditeurs et auditrices de l'émission L'écho des femmes? Oui, bonsoir. Oui. Et comme je pouvais le dire, il n'y a pas vraiment grand-chose à compléter puisque par rapport à la thématique de ce soir, et le résumé a été bien fait. Effectivement, je suis médecin, et je suis gynécologue qui exerce depuis un certain temps en Haïti. Et en même temps, j'enseigne aussi à la fac, à la faculté de médecine. Donc, c'est à ce titre-là que j'accompagne Sylvie dans son pèlerinage et contre l'endométriose. Très bien, docteur Larsen. Mais qu'est-ce que c'est l'endométriose? Est-ce que vous pouvez nous donner la définition exacte en tant que spécialiste, en tant que médecin? Bon, l'endométriose, c'est la présence de cellules ou de tissus endométriales en dehors du site normal, c'est-à-dire qu'en dehors de la matrice ou encore de l'utérus. Et ce que l'on entend par là, c'est que normalement, il y a le tissu endométrial qu'on appelle endomètre qui tapisse l'intérieur même de l'utérus. C'est ce tissu-là qui pleure chaque mois du sang. C'est ce qui explique que les femmes, à chaque mois, ont leurs règles. Maintenant, l'endométriose, c'est lorsque une partie de ce tissu se retrouve soit en dehors de la cavité et vraiment vers l'extérieur, qui peut être dans l'abdomen ou n'importe où, ou encore ça intègre le tissu musculaire et dans ces deux cas, on va toujours parler d'endométriose. C'est pourquoi
quand on parle d'endométriose, techniquement, on parle d'endométriose externe et endométriose interne. Et l'endométriose interne, c'est ce qu'on appelle l'adénomiose. Mais on aura peut-être le temps de donner plus de détails là-dessus. Pour les auditrices et les auditeurs, il faut retenir que c'est lorsqu'on retrouve le tissu qui est à l'intérieur de la matrice, en dehors de ce site-là. Voilà. D'accord, docteur. Vous qui êtes spécialiste de l'endométriose, quelle est la situation de cette maladie en Haïti? Bon, c'est une maladie qui est quand même assez courante en Haïti. Et bien entendu, on n'a pas fait un inventaire pour donner des chiffres précis, mais par rapport à la clientèle, par rapport à nos expériences, je crois que c'est quand même, ça rejoint les statistiques qui sont publiées, et notamment en France, et ça se retrouve aux alentours de 10 et même 12 et même 15% des femmes présentent, notamment les jeunes, présentent des situations avec l'endométriose. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette maladie, docteur Vladimir Larsen? Encore une fois, puisque nous avons parlé de la présence de ce tissu qui normalement se retrouve à l'intérieur de l'utérus, et il y a deux origines, si on peut dire. Il y a parfois, de manière secondaire, lorsqu'on a un acte chirurgical, des curetages, des césariennes, des opérations pour fibromes, etc., où il y a des manipulations, et ces manipulations peuvent provoquer un déplacement du tissu endométrial en dehors de son site. Et parfois aussi, c'est le fait par la femme d'avoir des règles. Parfois, c'est son col qui n'est pas trop large suffisamment. Le sang a tendance à rester un petit peu. Et vous avez du sang qui comprend des cellules endométriales et ces cellules vont migrer à travers la trompe et coloniser les autres parties du corps. Ça, c'est dans les situations secondaires. Mais il y a d'autres situations où, et c'est là que c'est beaucoup plus, ça rend la chose beaucoup plus difficile, c'est quand, par exemple, le drap, si vous voulez, le péritoine, qui tapisse l'intérieur de la cavité, l'intérieur de l'abdomen, se met à transformer son tissu en tissu endométrial. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle un phénomène de métaplasie. Alors que c'est pas sa fonction de se transformer en tissu endométrial. Et puis, mais comme il y a eu un voisinage, comme il y a une proximité, etc., eh bien, lors du processus de régénération, vous avez une transformation qui se fait et ça vous donne, ça aboutit à la naissance de tissu endométrial autre part sans qu'il y ait ce déplacement de la cavité. Et vous comprenez que ces situations-là sont encore beaucoup plus difficiles à gérer. D'accord. Mais quelles sont les chances de guérir de cette maladie? Ce n'est pas énorme. Et si on a la chance que c'est par exemple une simple migration pendant un acte et puis un fragment de tissu va se loger quelque part et n'a pas une connexion directe, ce n'est pas une transformation tissulaire, donc ce fragment de tissu peut se retrouver isolé. Et si c'est isolé, si pendant un certain temps, on arrive à bloquer le processus qui permet d'alimenter le cycle et de voir la multiplication et de voir les règles, on arrive à bloquer tout ça, eh bien, ce tissu qui se retrouve isolé peut se détruire, disparaître et automatiquement la personne est pratiquement guérie. Mais ça, c'est exceptionnel. Mais dans d'autres situations, ce tissu peut maintenant continuer à se régénérer. Vous pouvez donner des médicaments pour détruire le tissu existant et puis par la suite, vous retrouvez
avec d'autres situations où il y a encore soit une migration d'autres tissus, d'autres fragments de tissu, ou encore, s'il s'agit d'une situation de métaplasie, eh bien, le corps continue à produire ça. Et là, ça devient vraiment problématique parce que ça donne beaucoup de problèmes pour essayer de traiter ces gens. Et on va surtout vers des traitements plutôt symptomatiques. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Dans d'autres situations aussi, le traitement peut consister, par exemple, quand on fait une chélioscopie. Chélioscopie, c'est quand on va avec une caméra à l'intérieur et qu'on les voit, on peut les brûler, mais c'est quand on les voit. Parce que parfois, vous pouvez avoir ça et des cellules vraiment très, très, très petites où on n'arrive pas à détecter et auquel cas, pendant un certain temps, la personne peut avoir un répit parce que vous avez détruit les plus gros fragments, parce que vous avez détruit une bonne partie, mais après un certain temps, on peut avoir la colonisation, la multiplication et la maladie réapparaît avec des symptômes un peu intolérables. Mais est-ce que c'est un cancer, docteur Larsen? Ce n'est pas un cancer. Ce n'est pas un cancer. Et le problème, c'est effectivement, j'ai parlé de métaplasie, mais ça réagit, si vous voulez, à peu près comme, c'est comme l'attitude d'un cancer, mais sans être un cancer en soi. OK? Et dans le sens que et la présence en dehors même du site du tissu endométrial, c'est comme quand on vous dit un cancer qui a des métastases. Okay? Et c'est beaucoup plus facile à isoler et parce que là où se retrouve le tissu normalement, ça ne pose pas de problème. C'est le fait d'avoir des fragments en dehors qui va donner des difficultés à la personne. Et si on arrive à les détruire, eh bien bon, on peut se dire qu'on a une accalmie et la personne ne va pas mourir de ça. Contrairement avec le cancer qui va consommer l'énergie de la personne et qui va détruire les autres organes parce que le cancer est très égoïste en consommant les différents ingrédients de la personne. Donc voilà. Alors, j'ai essayé d'expliquer pour que le public puisse comprendre. Donc, c'est pourquoi vous pouvez voir que j'essaie d'utiliser beaucoup de métaphores. Beaucoup de métaphores, oui. Pour que les gens comprennent ce que c'est que la maladie, parce que j'essaie de faire atterrir le langage médical, disons le jargon médical pour le grand public. Voilà. Très bien, docteur. Mais avez-vous eu des cas de guérison de cette maladie? Oui, je peux dire. Quelques cas, c'est surtout des gens qui n'avaient pas les mêmes symptômes que les gens présentent, des douleurs et de règles, ce que vous avez appelé tantôt la dysménorrhée. Et maintenant, c'est quelqu'un, ou bien ce sont des personnes qui avaient la présence simplement du tissu en dehors de la zone, même sous la peau. Et c'est une personne qui, à chaque fois qu'elle est en période de règles, elle voit apparaître au niveau de son abdomen, parfois au niveau de son ombilic, des petites rougeurs. C'est comme si elle avait aussi ses règles dans la même zone. À chaque mois, elle saignait aussi dans la zone. Donc, auquel cas, le tissu était identifié, c'est isolé. Dans un cas, on avait pu brûler tout ce qu'il y avait de tissu endométrial dans la zone. Et dans l'autre cas, je crois qu'on a donné des médicaments pour arrêter le cycle et le temps d'avoir une disparition complète. Du fragment de tissu et la personne n'en parle plus. Il faut savoir que ces cas à succès sont exceptionnels parce que très souvent, quand on souffre d'endométriose, on fait le traitement, on a des résultats, mais après un certain temps, ça revient. Quelles sont les populations les plus exposées? OK.
les populations les plus exposées, disons que, il y a et certainement les femmes qui sont, disons, d'âge mûr. Et parce que c'est une maladie qu'on retrouve plutôt vers la fin de la trentaine, mais parfois aussi, on retrouve l'endométriose très tôt chez les adolescentes qui commencent, disons, 1 ou 2 ans après avoir vu le début de leurs règles, qui commencent à présenter des signes et avant-coureurs de l'endométriose. Parfois, on va faire le diagnostic plus tardivement parce que tout simplement, la personne qui présente la maladie ne sait pas que c'était de l'endométriose parce que ce n'est pas seulement l'endométriose qui donne des douleurs au moment des règles. Et la personne va essayer de prendre des médicaments, de rester, de voir comment ça évolue. Et tout le monde lui dit, écoutez, votre sœur savait avoir le même problème, votre maman, votre tante avait l'habitude d'avoir ça. Donc, vous n'avez pas à vous en faire. Il faut quand même, ça va passer. Et parfois, on vous dit aussi qu'une fois que vous aurez un enfant, que vous aurez accouché, que tout passera. Et puis, donc, on attend. Mais c'est quand la personne voit que ou bien ça dure, ça devient intolérable, ou bien qu'elle ait eu un enfant et en dépit de tout, ça continue. C'est à ce moment-là que la préoccupation devient beaucoup plus urgente pour une consultation médicale ou gynécologique. Et c'est à ce moment-là qu'on va découvrir que la personne présente effectivement la maladie. Donc, si je peux me résumer quelque part, disons que les deux extrémités, surtout les jeunes, et aussi les gens qui sont en fin d'âge de reproduction. Néanmoins, il faut dire qu'il y a des cas, puisque nous avons parlé de cas d'endométriose secondaire, particulièrement, des gens qui ont eu des curetages ou encore des interventions gynécologiques où il y a eu des agressions au niveau de l'endomètre, il y a quand même une prédisposition, ou encore des gens qui ont eu 1, 2, 3 césariennes, ont cette prédisposition à avoir de l'endométriose, mais surtout de l'endométriose interne, ce que nous appelons l'adénomyose. Les jeunes femmes aussi qui ont eu leur première règle tôt aussi. C'est ce que j'avais lu quelque part aussi. Est-ce que ces personnes-là sont plus prédisposées à développer l'endométriose? Je ne crois pas que ça soit lié notamment à la précocité de la puberté. OK? Et il n'y a pas vraiment de lien en soi. OK? Mais par contre, ce que j'ai dit là, s'il y avait une prédisposition chez cette personne, en dehors même d'avoir les règles assez tôt, oui, on peut découvrir le problème. Mais ce n'est pas lié à la précocité vraiment de la venue des premières règles ou encore de la puberté. D'accord. Que doit-on faire pour se prémunir de cette maladie, docteur? Voilà, ça c'est important. Je crois que le message qu'il faut, c'est la prévention. Et quand je dis prévention, c'est peut-être une prévention secondaire dans notre langage médical, mais c'est de la prévention. Qu'est-ce que j'entends par là? La plupart du temps, on va découvrir l'endométriose lorsque la femme a des difficultés de tomber enceinte. Ou encore, lorsque la femme présente des douleurs vraiment sévères, intolérables, à ce moment, elle va consulter. Et si on a la chance d'avoir une suspicion, d'avoir un diagnostic, parce que ce n'est pas un diagnostic aussi facile, avec les techniques actuelles, et à ce moment-là, on peut quand même donner des médicaments pour essayer de limiter les dégâts, de bloquer l'évolution, parce que l'endométriose pose réellement beaucoup de problèmes quand on est à des stades beaucoup plus avancés, avec des kystes, des adhérences, etc. Donc, du coup, et c'est dans ces cas particulièrement où la femme peut avoir des problèmes d'infertilité, des problèmes d'hypofertilité, comme vous avez dit, et parce que tout simplement, les trompes peuvent être endommagées,
les ovaires n'arrivent pas à expulser correctement les ovules et la femme a des douleurs au moment des relations. Donc, ça devient vraiment intolérable. Maintenant, pour éviter d'arriver dans ces genres de situations, il est quand même important qu'il y ait un dépistage assez tôt. C'est-à-dire qu'une jeune fille qui commence à avoir ses règles, qui n'avait pas de douleur et que ça allait tout à fait bien, et que par la suite, 2 ans après, elle commence à présenter des douleurs avec des signes de digestif, de nausées, etc. Ou encore la femme qui a des relations sans une infection et elle voit que lors de la pénétration profonde, elle a des douleurs, là, il faut quand même suspecter l'endométriose et auquel cas, c'est important d'avoir une consultation et la consultation peut déjà anticiper en mettant la personne sur un cycle artificiel pour essayer d'éviter la multiplication de l'abdomen par du tissu endométrial. Et ça évite aussi les grandes complications que l'on connaît. Merci, docteur Vladimir Larsen. Nous allons faire une petite pause et on revient tout de suite dans votre émission du mardi 23 mars 2021 sur la radio Passion Culturelle, l'émission L'écho des femmes. Liberté, liberté chérie en nous. Dans votre émission L'écho des femmes sur la RPC Radio Passion Culturelle. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir pour vous Madame Sylvie Jean Lavallée, Miss Vidéomax en 1998, présidente de l'association On mettait tête ensemble contre maladie endométriose, auteur du livre En t'attendant mon combat contre l'endométriose. Nous avons aussi avec nous Madame Nidji Salomon Nozil, auditrice comptable, mère de famille engagée, blogueuse active et aussi elle est la fondatrice de Nidji Salomon Nozil. Et bien sûr le docteur Vladimir Larsen, docteur en médecine spécialisé en gynécologie médicale et chirurgicale. Tout de suite, passons à notre troisième invitée qui est Madame Nidji Salomon. Bonsoir, rebonsoir, Madame Nidji Salomon, bienvenue encore. Bonsoir à nouveau, et comme vous l'aviez bien dit, je suis Nidji Salomon Nozil, une mère d'une fille qui aura tantôt 3 ans. Je suis mariée, je suis auditrice comptable, et je me suis engagée depuis mai 2020 à informer ma communauté, qui veut dire la communauté haïtienne, et à leur informer des méthodes, des bonnes méthodes d'éducation familiale. Et par là, j'ai rencontré Sylvie et je me suis dit qu'on pouvait faire la route ensemble vu que je suis là pour informer. Et voilà que Sylvie, avec tout son enthousiasme et son fougue et d'informer le public de la maladie qui est l'endométriose, je me suis dit pourquoi pas. On va prendre le chemin ensemble et c'est bien pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui. Très bien. Vous avez, je crois, une fondation, c'est bien ça? Au lieu de fondation, oui. Bon, je peux dire que ça peut être une fondation après, mais normalement, c'est tout simplement via les réseaux sociaux, j'ai créé des pages, Facebook, YouTube et Instagram. Par là, j'essaie de faire des publications sur l'éducation familiale, pas seulement les enfants, il y a la famille, il y a les couples également. Et de là étant, j'informe le public à mieux vivre entre eux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail? OK, normalement, ce que je fais, chaque jour, je fais des publications et sur un sujet quelconque. J'essaie d'élaborer, de détailler les bonnes méthodes, alors dépendamment du sujet. Puis, certaines fois, à présent, j'essaie de le faire chaque dimanche avec un spécialiste ou un parent quelconque. On est...
faire diagnostiquer. On leur dit bien que les règles douloureuses ne sont pas normales, allez voir un médecin. Et pour le faire, on le fait par des publications pour sensibiliser. On invite le public également à nous faire des prises de photos avec des messages de sensibilisation et des courtes vidéos également avec des messages de sensibilisation. Comme ça, on pourra toucher beaucoup plus de personnes. Parce que dans l'équipe, nous sommes seulement 3 personnes. Nous ne sommes pas suffisants. Dans ce sens, oui. on implique le public à faire passer le message. On leur demande de partager et de nous faire part des photos avec des messages de sensibilisation, des vidéos également. Et comme ça, on pourra avancer. Et comme je le dis très souvent, ensemble nous forts. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Comme elle vient de le dire, Madame Nidji Salomon, bien sûr, ce sont des messages de sensibilisation. Ben justement, en participant à l'émission L'écho des femmes, nous, on est là aussi pour participer, pour prendre part à cette campagne de prévention via justement cette émission qu'on est en train de faire justement pour pouvoir en parler, pour pouvoir parler de l'endométriose, cette maladie qui est vraiment qui est très mal connue, on peut le dire. Et on est là justement pour sensibiliser. Je vais revenir sur Madame Nidji Salomon. Vous êtes auditrice comptable. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de votre métier? OK, je suis auditrice comptable. Je veux dire je suis dans l'audit externe. Je fais l'audit des états financiers pour des entreprises, qui veut dire je suis indépendante de l'institution qui fait l'audit. C'est tout simplement ça. J'ai étudié la comptabilité et j'ai travaillé comme auditeur externe. Très bien. Actuellement, vous êtes en Haïti, c'est bien ça? Non, à présent, je ne suis pas en Haïti. Très bien. Ben, on va revenir avec le docteur Larsen. Avez-vous quelques conseils à donner à nos auditrices, justement, docteur Larsen? Merci. Bon, les conseils, c'est quand une jeune femme présente des douleurs pendant les règles, c'est important qu'elle aille voir un gynéco pour qu'on sache ce qu'elle a et si c'est de l'endométriose, pour qu'on puisse quand même la placer sous un traitement de manière à éviter qu'elle aboutisse à des complications, à des signes beaucoup plus sévères. Ce n'est pas normal non plus que quand on a des relations sexuelles et qu'il y ait des douleurs, notamment dans la pénétration profonde. Donc, c'est aussi des signes indirects d'endométriose. Et l'autre chose, c'est que c'est préférable d'utiliser des méthodes de contraception au lieu de recourir à des curetages répétitifs, parce que c'est aussi un facteur qui peut aboutir à la situation d'endométriose, même si la personne n'était pas prédisposée, mais c'est un geste qui met la personne à risque d'endométriose. J'aurais pu élaborer beaucoup plus, mais je crois que le plus important, c'est douleur plus règle. Ce n'est pas égal endométriose, mais ce n'est pas non plus une situation qu'il faut garder pour soi et ne pas faire une consultation, parce que la consultation peut vous éviter de faire face aux complications, notamment les complications qui aboutiront et non seulement à l'installation chronique de cette douleur, mais aussi et à des difficultés de tomber enceinte plus tard, parce que l'endométriose qui évolue avec des stades beaucoup plus élevés peut vous priver de ce privilège de pouvoir vous reproduire. Voilà. Très bien, docteur Larsen. Mesdames, est-ce que vous avez des questions pour le docteur Vladimir Larsen? Madame Nidji Salomon, est-ce que éventuellement vous avez une question pour le docteur Larsen?
Oui, j'ai une question. Et normalement, je voulais savoir, est-ce que cette maladie est héréditaire? C'est pas une maladie héréditaire, il y a une prédisposition familiale plutôt. Okay? C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que l'on transmet, mais il y a une tendance à. C'est-à-dire que, et notamment quand j'ai parlé de métaplasie, c'est-à-dire que les tissus qui se transforment, et c'est clair qu'il y a cette tendance à ce que si votre mère savait avoir des douleurs pendant les règles, ça peut être de l'endométriose, et que la fille peut être prédisposée à présenter cette métaplasie. Mais il ne faut pas quand même croire que automatiquement que vous aviez votre mère qui souffrait de ça et que vous allez en souffrir aussi. Puisque, comme on a vu, il y a des cas où c'est une maladie totalement secondaire. Donc, si c'est secondaire, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est passé, et soit une chirurgie ou n'importe autre qui a entraîné une agression au niveau de l'endomètre et qui avait provoqué l'endométriose, ça n'a rien à voir avec la famille, etc. C'est une question purement personnelle. Donc, voilà. Parce que j'ai senti que Sylvie a quand même quelque chose à dire. Oui, je vais passer la parole à Sylvie éventuellement. Merci, docteur. On vous écoute, Sylvie. Effectivement, j'ai beaucoup de choses, beaucoup de questions pour le docteur Larsen parce que les filles m'ont passé des questions à poser au docteur, donc me porter garante pour les poser. Il y a une Très bien. question qui dit est-ce que c'est l'endométriose qui provoque toutes les autres maladies comme les kystes, les fibromes, les trompes bouchées? Et dans des stades d'évolution de l'endométriose, on peut avoir des kystes. Mais ça, c'est un kyste qui est lié à l'endométriose. C'est comme, disons, une tumeur liée à l'endométriose. Mais ce n'est pas l'endométriose qui donne les kystes. Mais dans l'évolution de l'endométriose, on peut aussi avoir des kystes. Pour les fibromes, ça n'a rien à voir avec l'endométriose. D'accord. Pour les trompes bouchées, ce n'est pas toujours l'endométriose, mais comme je l'ai dit, l'endométriose peut aussi donner ça, parce que l'endométriose, dans son évolution, c'est pourquoi nous avons parlé qu'il faut anticiper et éviter d'aboutir à des stades avancés, parce que des fois, le tissu peut se présenter sous forme de filets, comme des fils d'araignée, okay, si vous voyez l'image, et qui peut aussi constituer un blocage pour les trompes, d'accord, et c'est un élément qui peut expliquer que la femme peut avoir des difficultés pour tomber enceinte. Mais ce n'est pas toujours l'endométriose. D'accord? Voilà. Ça peut avoir d'autres causes. Hein? Oui, ça peut avoir d'autres causes. D'accord. J'ai une deuxième question. C'est quoi la différence entre l'adénomiose et l'endométriose? Très bien. OK. Essayons d'imaginer. Je vais expliquer pour que les gens comprennent. Supposons que vous avez une chambre là où vous habitez. Après, si vous prenez la couche de peinture que vous mettez à l'intérieur, d'accord? Imaginons que cette couche soit jaune. Mais vous admettez avec moi que vous avez une couche de peinture, mais le mur a sa consistance en soi. Ça va? Maintenant, si vous avez la présence de cette même peinture sur la galerie ou en dehors, qui n'est pas à l'intérieur de la chambre, vous avez de l'endométriose externe, si c'est cette même peinture-là. Tandis que pour l'adénomiose, c'est quand vous avez la peinture qui rentre entre les blocs. Si c'est un mur en bloc, ça veut dire que c'est dans la paroi même du mur que se retrouve cette peinture-là. OK? Donc, l'adénomiose, c'est quand on a le tissu endométrial qui représente la peinture, du point de vue d'image, dans le muscle.
c'est ce qu'on appelle le myomètre, le tissu endométrial. Là, on va parler d'adénomiose. C'est-à-dire que l'endométriose externe, c'est lorsque vous avez cette peinture ou encore le tissu en dehors de la maison. Ça va? Oui. Dans les deux cas, le tissu se retrouve dans un site qui n'est pas normal ou encore la peinture ne reste pas exclusivement à l'intérieur. Je crois que c'est... Oui, j'ai bien compris. Oui, c'est bien On a compris. Mais, oui, on a compris. C'est pour cela qu'on dit que cette maladie ne se développe pas de la même façon d'une femme à l'autre. Une autre question, est-ce que dans l'endométriose, il y a des stades? Alors, comme le cancer, je sais qu'il y a des stades 1, stade 2, stade 3, stade 4. Mais est-ce qu'il y a un niveau, parce que moi, je souffre de l'endométriose, je n'ai pas de douleur particulière quand j'ai mes règles, mais je saigne abondamment. Est-ce que c'est une endométriose, je ne sais pas de quel stade que c'est, parce qu'on m'a... Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il y a des stades, en fait? C'est ça. Oui, il y a des stades. Je crois avoir passé dessus quand je disais que l'endométriose évolue comme les cancers et comme les métastases. Ça veut dire qu'il y a plusieurs stades. Oui, il y a plusieurs types. Hein? Oui, exactement. En général, il y a stade 1 jusqu'à stade 4, comme les cancers. Oui. Et quand on voit qu'il y a des kystes, qu'il y a comme les fils d'araignée, etc., on est déjà au stade 3 et 4. D'accord. Et ça veut dire qu'on est à un niveau beaucoup évolué. D'accord. Par contre, dans ce que toi-même tu as expliqué, Sylvie, où tu peux ne pas avoir ça, moi je pense que ce serait pour toi plutôt de l'adénomiose que de l'endométriose externe. C'est-à-dire que ce serait plus dans le tissu, et c'est ces genres de cas-là, ça ne va pas empêcher à la personne de tomber enceinte, mais ça va donner des difficultés à la personne de garder une grossesse. D'accord. C'est mon cas alors. Exactement. Parce que le fait d'avoir le tissu endométrial dans le myomètre, c'est-à-dire que dans le muscle, automatiquement, ça va donner une tendance, puisque à chaque fois qu'il y a du sang, puisque le tissu endométrial a comme caractéristique de se multiplier et de saigner, d'accord? À chaque fois qu'il y a ça, le muscle est quand même sollicité et ça va se contracter. Et puisque ça se contracte, s'il y a quelque chose à l'intérieur, ça va l'expulser. Donc, du coup, ce que toi-même tu peux avoir dans ça, c'est un saignement important avec aussi des douleurs, des crampes, comme ça peut ne pas l'être. OK? Ça, c'est plutôt dans le cadre de l'adénomiose. D'accord? Tandis que dans l'endométriose qui serait externe, la personne ne va pas avoir un saignement important. La personne peut avoir les douleurs, mais pas le saignement important. Et les douleurs s'expliquent par le fait même que le tissu qui se trouve à l'extérieur saigne aussi, mais ce sang n'arrive pas à s'évacuer. C'est pourquoi la personne a des douleurs. D'accord. Voilà. Docteur, à un moment, on a si longtemps évoqué le fait que cette maladie concernait surtout les femmes blanches ou érudites ou riches ou même les trois à la fois. Ces légendes, ce sont des légendes, semblent encore trouver un écho aujourd'hui. Il est pourtant évident que la seule explication valable au fait qu'une femme européenne soit plus souvent diagnostiquée qu'une femme africaine, d'origine africaine, par exemple, réside aussi dans la différence des conditions de vie économiques et culturelles. Et il y a beaucoup de tabous dans ce genre de choses quand on essaie d'expliquer. L'affaire, c'est qu'il y a les facilités de diagnostic qu'on a dans les pays où la technologie se retrouve à leur portée, où il y a des facilités de consultation et la précocité même des consultations, ce qui permet de faire le diagnostic. Et c'est chez ces gens-là, il y a certainement la tendance à découvrir l'endométriose dans les stades 1 et 2, pas un peu plus tard. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'elles se font dépister beaucoup plus tôt, et automatiquement, on va le savoir beaucoup plus tôt et on va certainement ajouter ça dans les statistiques.
Tandis que dans les milieux qui sont où il y a beaucoup de précarité, et la personne a beaucoup plus de tendance à résister à la douleur et à aussi se faire consulter beaucoup plus tardivement. D'où on va avoir moins de cas du point de vue statistique. Ça, c'est un élément premier élément d'explication. La deuxième chose, c'est certain que, comme nous avons parlé d'une prédisposition familiale et d'une tendance à avoir des métaplasies, c'est-à-dire que des transformations, c'est clair qu'il y a des gens, suivant leur race, etc., qui peuvent se retrouver avec cette tendance ou cette prédisposition à avoir les métaplasies et devant aboutir avec l'apparition de l'endométriose. Le troisième élément encore d'explication, c'est que ces gens-là qui ont tendance à utiliser des méthodes de contraception où c'est plutôt des cycles artificiels, qu'ils vont présenter, eh bien, on aura moins de cas d'endométriose à être diagnostiqués. De même, si c'est une personne qui utilise le curettage comme une méthode de contraception, donc vous imaginez que ce sont des gens qui vont présenter beaucoup plus l'endométriose. Donc, en quelque sorte, ce n'est pas une question de race en soi, ni de milieu socio-économique, mais plutôt question de diagnostic précoce, de tendance à faire des consultations et aussi des facilités. C'est certain que là où on a ces facilités, les statistiques vont parler beaucoup plus que là où la maladie est plutôt cachée et qu'on ne voit pas. En tout cas, c'est très important d'en parler. Merci, docteur. Est-ce que vous avez d'autres questions? Comment une personne qui n'a pas de symptômes peut savoir qu'elle est atteinte de cette maladie? Bon, écoute, il y a les découvertes fortuites. La personne peut ne pas avoir de symptômes et puis va consulter. Et au moment de la consultation, on découvre qu'il y a un kyste qui s'apparente à un kyste endométriosique. OK? C'est vrai que c'est exceptionnel. C'est exceptionnel de trouver un cas avec kyste endométriosique sans que la personne n'ait à présenter vraiment de douleur. Je vais donner un exemple. Ou bien c'est une personne qui va consulter, pas parce qu'elle a des douleurs en soi, mais parce qu'elle n'arrive pas à tomber enceinte. Et puis, au moment des investigations, on peut voir que les trompes sont bouchées à cause des fils d'araignée liés à l'endométriose. C'est encore un autre moyen de diagnostic. Il y a d'autres moyens de diagnostic aussi. C'est des gens qui ont un problème, que ce soit une grossesse ectopique. C'est une personne qui est tombée enceinte, mais la grossesse n'arrive pas à intégrer la cavité. Et lors de l'exploration par la paroscopie, d'accord, et puis on tombe sur des petites taches. On est en train de traiter pour la grossesse ectopique et on découvre qu'il y a plusieurs petits points noirs et rouges au niveau de l'abdomen, au-dessus de l'utérus. Et en général, ces points sont liés à l'endométriose. Pourtant, la personne n'a pas de symptômes. Ou bien c'est une personne qui consulte pour autre chose, parfois fibrome, tout et tout. Et puis c'est au moment de l'intervention qu'on tombe pendant qu'on est dans la cavité et on voit qu'il y a ça. Et de même, on peut être en train de faire une césarienne et puis on voit que la personne avait ça. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs situations où la personne peut ne pas présenter de symptômes à proprement parler. Et puis, lors d'une exploration gynécologique, on voit qu'il y avait des signes en faveur de ça. Voilà. Merci, docteur. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Sylvie? Alors, je vais prendre une dernière question. Est-ce que la maladie d'endométriose, est-ce qu'elle peut disparaître à tout moment? Parce que des fois, ils disent qu'on est enceinte, les femmes qui sont enceintes quand elles ont des fibromes, il y a beaucoup de médecins qui disent une fois que vous allez accoucher et que votre fibrome, vous n'allez plus l'avoir parce qu'en fait, le fibrome, il réduit pendant la grossesse, donc il peut disparaître. Est-ce que c'est le cas de l'endométriose, en fait? Ce n'est pas tout à fait vrai ce qu'on a dit pour les fibromes. Et il n'y a pas vraiment de vérité absolue concernant l'endométriose avec un bémol. Et c'est que
puisque nous avons parlé de la situation d'un implant, c'est-à-dire qu'une partie du tissu qui peut se retrouver ailleurs. Bon, c'est certain que si ce n'est pas alimenté, ok, ça peut commencer à donner des problèmes. Et puis, si on coupe la source, il n'y a pas vraiment de sédiments, ce n'est pas vraiment alimenté, ça ne subit pas le jeu hormonal, ça peut disparaître, c'est certain. Mais ça, c'est des cas vraiment exceptionnels. La personne serait vraiment chanceuse. OK? C'est la même chose quand j'ai parlé du traitement, par exemple, la personne qui avait ça au niveau de l'ombilic, et puis on a fait un traitement, on a brûlé, eh bien, ça disparaît. Ou encore, on a mis cette personne sous médicaments. Donc, de même que les implants, et ça peut aboutir avec la disparition. Ça, c'est les cas de traitement. Comme l'organisme peut isoler spontanément l'implant et il n'y a pas vraiment de circulation dans la zone, on aboutit à la disparition de l'endométriose, qui n'est pas la même chose pour le fibrome, parce que, au contraire, au cours de la grossesse, le fibrome a tendance à grossir. C'est pas d'accord. Ça grossit pendant la grossesse. Non, ça grossit pendant la grossesse. OK? Ça se réduit après. Après, d'accord. Après, d'accord. N'oublie pas qu'au cours de la grossesse, il y a beaucoup de sang qui circule au niveau de la matrice. Et le fibrome en profite aussi en tant que parasite. Se nourrir, oui. OK? Maintenant, après la grossesse, étant donné que la circulation va diminuer, les sources d'alimentation du fibrome aussi peuvent en pâtir. Et auquel cas, on peut aboutir, et la plupart du temps, on peut aboutir à une réduction. Et c'est cette technique, par exemple, qu'on utilise dans le cadre de l'embolisation. C'est-à-dire que quand on l'embolise et qu'on va boucher le vaisseau, ça veut dire qu'on réduit la source. Et si le tissu n'est pas alimenté, le tissu va pouvoir se détruire. Donc, quand on parle de cette disparition, c'est plutôt une tendance à une réduction et l'organisme peut éliminer si maintenant ça s'isole complètement sans vascularisation. Donc, il faut quand même, on ne peut pas dire, parce qu'on a eu une grossesse, on avait un fibrome, et qu'après la grossesse, ça va disparaître. C'est très dangereux de faire passer cette information. Et c'est la même chose pour l'endométriose. La personne qui a l'endométriose, ça n'a pas de lien avec la grossesse, d'accord? Mais effectivement, qu'il s'agisse de grossesse ou pas, si c'était une endométriose d'origine métastatique, qu'est-ce que j'ai dit par là? C'est-à-dire que c'est des cellules ou un fragment de tissu qui avait migré, qui s'était mis quelque part d'autre. Si ça s'isole, il n'y a pas de vascularisation, il n'y a pas de lien, ça ne va pas continuer de grandir, ça peut disparaître. Mais c'est exceptionnel. Très bien, docteur. Merci beaucoup. J'ai une question pour Sylvie. Les personnes qui souffrent d'endométriose, est-ce que ces personnes ont une prise en charge en France complète au niveau de la sécurité sociale? Alors, oui, on a une prise en charge complète au niveau de la la sécurité sociale. Donc, je suis suivie de près par un gynécologue. À chaque grossesse, justement, je suis suivie chaque semaine. Donc, oui, il y a une bonne prise en charge pour surtout les médicaments, parce qu'on en a beaucoup des médicaments assez coûteux qui sont pris en charge aussi par la sécurité sociale. Donc, heureusement. J'ai 2-3 petites questions encore, vite fait. Il y a des filles qui m'ont posé des questions. Oui. Est-ce qu'on est obligé d'avoir recours à la chirurgie pour savoir à quel stade de la maladie qu'on est? C'est une question de Karine. C'est une très belle question. Mm-hmm. Est-ce qu'on est obligé d'avoir recours? Quand on parle de chirurgie en soi, c'est la cholioscopie. Et parce que quand la personne a parlé pour savoir le stade, et l'échographie vous donne un diagnostic quand on est à un stade très avancé. Et la clinique, vous pouvez aussi penser à l'endométriose. Et la meilleure façon de dire qu'il y a l'endométriose, c'est l'exploration par la paroscopie, où on va voir ça. Donc, quand la personne dit la chirurgie,
l'exploration peut aboutir à une chirurgie comme ça peut simplement aider à faire un diagnostic. Donc, on n'a pas toujours recours à une chirurgie, mais étant donné que c'est une exploration qu'on va faire, cette exploration va nécessiter quand même l'usage de l'anesthésie. Et la personne va considérer ça comme étant une opération. Mais il n'y aura pas vraiment d'opération, c'est un examen qu'on est en train de faire. C'est comme quand vous allez faire une endoscopie, on vous donne quelque chose pour vous endormir, ou bien pour que vous ne sentiez pas le passage du tube qu'on va mettre dans votre gorge, etc., pour descendre à l'estomac, ou encore quand vous allez faire une colonoscopie. Donc, pour faire le diagnostic et faire le staging, c'est-à-dire que dire à quel stade que la personne se trouve avec l'endométriose, on peut être amené à faire une laparoscopie. Mais c'est un examen, ce n'est pas une chirurgie. Si maintenant on découvre, on découvre qu'il y a effectivement des taches, des boulettes qu'il faut brûler, là, on a fait une chirurgie. Ça veut dire qu'on a non seulement fait l'exploration, on a diagnostiqué, dans le même temps, on a brûlé, donc on a fait une chirurgie quelque part. Ça va? Mais ce n'est pas toujours le cas. Bon, c'est pas toujours le cas. Quand on fait la laparoscopie, a comme intention d'explorer pour voir à quel stade que vous êtes. Mais c'est un examen. Concomitamment à cet examen, on peut faire une chirurgie comme on peut ne rien faire non plus. D'accord? D'accord. D'accord. De toute façon, tous ces tests, tous ces examens, c'est pour détecter la maladie de manière plus rapide aussi. Plus rapide, et plus rapide, plus précoce et aussi plus précoce, voir qu'est-ce qu'il y a. Ok, est-ce que ça nécessite beaucoup plus de traitement, etc. Voilà, quasiment instantané aussi. Voilà, c'est exactement. Voilà. Très bien, docteur. L'autre question, c'est qu'est-ce qui provoque gonflement? C'est-à-dire, je pense qu'elle veut dire peut-être les ballonnements de l'abdomen, je pense. Ok. Oui. C'est une... Et que peut-on faire pour les combattre? Oui. Les ballonnements. Bon. Très bien. Et j'aurais pu répondre en disant que ça n'a aucun lien, puisque la personne qui parle de gonflement intestinal, en principe, ça n'a rien à voir avec l'endométriose. Mais néanmoins, comme la personne a posé la question, il y a quand même des explications possibles. De même que les trompes, à partir des fils araignées, je parle d'adhérence, peut aboutir à l'obstruction, n'est-ce pas, des trompes et empêcher à la personne de tomber enceinte. Mais il y a des stades aussi où on peut être avec l'endométriose, où ce n'est pas seulement les organes pelviens, les organes génitaux qui sont concernés, même les intestins peuvent être concernés par le problème. Auquel cas, si on a des anses intestinaux qui sont dans le voisinage, vous pouvez avoir des difficultés pour le péristaltie, c'est-à-dire que le passage de l'air ou encore des selles. Automatiquement, cette personne peut avoir l'accumulation d'air dans les intestins, ce qui peut expliquer les gonflements. Vous voyez que j'ai été très loin pour pouvoir expliquer à la personne, alors que ça, c'est des situations vraiment exceptionnelles, parce que et ce n'est pas courant dans le cas d'endométriose. Si la personne a posé la question, c'est peut-être parce qu'elle a quand même une expérience en ce sens-là. Voilà. Exactement. Le groupe des filles d'Endo-Girls qui connaît bien le docteur Larsen, il vous envoie une petite salutation spéciale, docteur, les filles. Que j'accueille avec beaucoup de plaisir et avec un grand sourire. Il faut les saluer pour moi aussi. Ok, je ne manquerai pas. D'accord. Alors, moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est que qui conseille, là, vraiment, nous parler un petit peu en créole, dans la caïnon pour femmes haïtiennes, voilà, ça nous font, voilà. Qui conseille, docteur, je vous avais demandé des conseils tout à l'heure, en général, pour toutes les femmes du monde entier, sachant que l'émission est écoutée dans le monde entier, mais là, pour femmes haïtiennes, qui conseille ou tabayo, par exemple, parce que c'est pas tout le monde qui a l'hôpital, qui a docteur, qui a gynécologue, parce que normalement, on femme, tu dois faire un examen, normalement, chaque année pour ta en consultation. Des fois, c'est pour ça, nous pas arriver diagnostiquer un problème yoto. Qui conseille pour tabayo, docteur Larsen?
Et bon, pour la première bagaille pour me dire, c'est que moi, connais que y a des difficultés, des petits problèmes qui fait que aller jouer un spécialiste, ça va coûter très cher par rapport avec situation économique. Oui. Mais cependant, il y a quand même des dispensaires, des centres de santé. Et qui, en général, ils ne pas payer là-dedans, ou bien ça, au balance, son bagage très minime. Endométriose, ou pas obligé ou spécialiste. Depuis que c'est un docteur qui quand même t'est étudié, et si par exemple, il y a une douleur, il y a un petit problème règle, ou un problème tomber enceinte, etc., c'est certain que le ça, même dans ce centre-là, il y a un système côté que vous capable de référer pour un spécialiste. Je ne vais pas parler de ça pour contour, mais ce centre-là qui vaut à un spécialiste. Pour que vous capable de faire diagnostic et qu'on ait qui sont bien. Donc, ça qui est essentiel, c'est que faut que mesdames vous connaissent que et question de douleur pendant la règle, c'est pas une fatalité. Sous gagnant, la paix de répéter, il est préférable pour aller consulter, pour demander conseil, pour qu'on connaisse qui ça gagne. Ensuite, il y a une série de précautions pour nous prendre, pour nous connaître que si il y a une situation et que il y a tombé enceinte, il est préférable que si il y a une situation côté c'est pas grossesse désirée, que yo utilisons une méthode de planning qui va éviter que yo obligé à aboutir avec méthode pour yo après faire au cutage tout le temps. Parce que cutage tout le temps, qu'a fait tout que yo vient faire endométriose ou même de l'adénomiose. Ensuite, nous pouvons dire tout et yon fille faut et quand même faire effort là. Nous pas demander pour le faire chaque 6 mois, mais au moins une fois par année, faut le visiter. Faut une petite consultation gynécologique pour l'assurer que tout bagage a marché bien, pour le poser question tout. OK? De manière à ce que vous ayez bonne information pour éviter de vous retrouver dans des situations difficiles. Parce que même si il y a un problème économique, là, mais l'arrivée dans la phase de complication, on va dépenser beaucoup plus que lorsqu'on a prévention. C'est-à-dire que si on fait bagaille régulièrement chaque année, on va diminuer le risque qu'on dépense trop l'argent. Voilà. Merci, docteur Lassène. Je voulais absolument pour nous te parler un petit peu pour femmes haïtiennes, vraiment spécialement. Et le conseil que vous venez de donner, c'est pas seulement pour les femmes haïtiennes, justement. C'est important de consulter un spécialiste, un gynécologue, au moins minimum tous les 6 mois ou chaque année. Voilà, vous me direz pas le contraire, Sylvie ou Nedji. Non, il faut le faire. Il faut le faire. C'est vraiment. Oui, il faut le faire chaque année. Moi, je les invite tout le temps, les filles, à le faire. Et c'est pour ça que cette campagne, elle est là pour justement les sensibiliser pour aller faire des check-ups annuellement chez leur gynécologue. Donc, c'est pas moi qui dirais le contraire, non. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Nidji? Oui, Nidji Salomon. Un autre, il n'y a pas que l'endométriose. Il y a vraiment d'autres maladies, comme je pense que la pap test, c'est ça? Pap test, c'est vraiment important. Oui. Obligatoirement, chaque année, ce serait mieux de voir un gynécologue pour savoir ce qui se passe. Oui, parce qu'il y a le cancer de l'utérus aussi. Donc, le pap test, c'est très important. Oui, c'est bien ça, exactement. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Un message de sensibilisation à l'endroit de nos auditeurs. Voilà, chaque personne va prendre la parole pour un dernier mot, un petit message de sensibilisation à l'endroit de nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent ce soir sur la radio Passion Culturelle, à l'émission L'Écho des femmes. On va commencer par Sylvie, Jean Lavallée. Oui, merci. Je voulais remercier encore une fois pour l'opportunité que tu nous as donnée pour cette plateforme de parler d'endométriose, parce que c'est vrai que on est en pleine campagne Nidji et Kéry et moi.
Donc, merci encore. Merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés. Merci à notre invité spécial, Dr Vladimir Larsen. Donc, le dernier mot, ce serait encore, nous sommes dans la campagne. La campagne a commencé du 9 mars jusqu'au 30 mars, c'est pas fini. Donc aujourd'hui, mardi, j'invite encore à tout le monde de participer, de mettre main à la pâte avec nous dans cette campagne, parce qu'on a encore plein de belles choses à vous montrer et on a des interviews avec des psychologues parce que les femmes avec cette maladie, elles en souffrent aussi mentalement, parce qu'elles en souffrent physiquement, mais aussi mentalement, parce que ce n'est pas une maladie facile à vivre. Donc, je leur dirais, n'hésitez pas à tout le monde, en fait, de mettre la main à la pâte pour cette campagne. Et aussi, les filles qui pensent qu'elles ont l'endométriose et que elles tombent sur cette plateforme, sur cette belle émission et qu'elles entendent parler de l'endométriose aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas seules. Et que moi, je suis atteinte de l'endométriose depuis 2016. Je combats cette maladie. Je suis en train de subir des traitements assez lourds. Donc, c'est pour ça que je vous prie de grâce de prendre très tôt, comme le docteur Larsen l'a dit, d'aller faire un check-up, d'aller consulter le médecin pour pouvoir savoir c'est quoi exactement le problème. Sachez que même si vous n'avez pas de douleur, vous n'avez pas les symptômes d'endométriose, on peut l'avoir. On peut l'avoir, comme le docteur l'a si bien expliqué. Donc, je vous en conjure d'aller vérifier, d'aller faire le check-up. C'est pour ça qu'on est là. Cette sensibilisation, c'est pour vous les femmes, c'est pour vous mesdames. Donc, n'hésitez pas. Si vous vous sentez seule, sachez que je suis là. Si vous voulez me suivre sur la page endométriose sur Facebook, vous avez la possibilité de le faire et aussi pouvoir intégrer un groupe de jeunes filles qui sont atteintes d'endométriose, qui sont là pour donner des conseils, de partager, de supporter l'une l'autre quand on a des douleurs et qu'on n'a plus le moral. Donc, le groupe, il est là. Et aussi, si vous voulez vous jeter aussi dans la lecture, dans mon livre, je raconte mon combat aussi contre l'endométriose. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui se sont retrouvées dedans. Donc, les filles, ne tombez pas dans la déprime. Continuez la bataille avec moi, avec Nidji Keri. Donc, la campagne continue. Merci encore. Voilà, c'était mon dernier mot, même si j'ai parlé un petit peu trop long. Non, c'est pas grave. Mais avant de vous quitter, Sylvie, vous êtes aussi président de l'association On mettait tête ensemble contre maladie endométriose. Par exemple, pour les auditrices ou auditeurs qui aimeraient justement adhérer à votre association ou aussi acheter votre livre, comment il faut faire? Le livre s'appelle En t'attendant, mon combat contre l'endométriose. Et je rappelle aussi que vous êtes invité sur l'émission Le Livre en question vendredi prochain avec l'animateur présentateur Simplice Animaux sur la radio Passion Culturelle de 21h à 22h. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une adresse, un email, si on veut justement des auditeurs ou auditrices qui veulent justement adhérer à l'association? Bien sûr, pour adhérer à l'association, ils peuvent m'écrire directement sur ma page personnelle Sylvie Jean Lavallée. Elles vont me trouver facilement. Et à ce moment-là, c'est une petite question que je demande à chaque fois qu'elles m'écrivent. Est-ce que vous souffrez d'endométriose? Parce que je ne veux pas accepter tout le monde de l'association qu'il faut que vous êtes certifié et diagnostiqué de l'endométriose pour dire oui, je fais partie de l'association. Donc, elles peuvent me trouver sur mon compte personnel Sylvie Jean Lavallée ou sur la page Mère Imparfaite de Nidji Salomon. Nos îles et aussi sur la page de Keri. Donc, ils ont tous ces atouts-là pour pouvoir contacter s'ils veulent être membres de l'association. Et pour le livre en question, ils peuvent le trouver sur Amazon, juste en tapant le titre « En t'attendant, mon combat contre l'endométriose ». Il est en français, il est aussi pour les femmes. En anglais? Oui. En anglais aussi, ouais, pour les femmes qui ont immigré aux États-Unis depuis leur petite enfance. Donc, elles peuvent l'avoir en anglais et c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Vous avez déjà tapé sur Amazon et vous l'aurez. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation à l'émission L'écho des femmes. Je vais demander la même chose à Madame Nidji Salomon-Ozil. Un dernier mot, comment les auditeurs et auditrices peuvent faire justement pour avoir contact avec vous?
OK, j'en profite de cette dernière question pour remercier et Passion culturelle de nous avoir invités en pleine campagne pour parler de l'endométriose, pour parler de cette campagne. Et mon dernier mot pour les auditeurs, un conseil alors, c'est, je leur dirais, courage. Courage à toutes celles qui souffrent de cette maladie. Une maladie chronique, c'est vraiment difficile à vivre. Et j'inviterai les autres personnes également. J'inviterai la communauté ou les Haïtiens, au lieu de juger les femmes infertiles, ce serait mieux de les aider à surmonter les moments difficiles, des souffrances de ne pas pouvoir avoir un enfant, et surtout si c'est quelque chose qui est voulu. Et en plus, n'hésitez pas à vous faire diagnostiquer en cas de l'un de ces symptômes, des symptômes de la maladie de l'endométriose. Et pour me joindre, j'ai la page Nidji Salomon, mère imparfaite et fière. La personne peut essayer de m'écrire, je suis toujours joignable. Et aussi, il y a mon compte personnel qui est Nidji Salomon Nozil. Et pour tout conseil ou besoin d'aide, la personne peut toujours essayer de m'écrire un petit message et comme ça, je pourrais faire le suivi. Si seulement je ne suis pas vraiment dans la possibilité d'aider à 100%, je pourrais essayer de référer quelqu'un d'autre, comme Sylvie est là, et référer un docteur également. Comme ça, on pourra avancer et faire aider les gens, aider les autres. C'est ma passion. Très bien. Merci beaucoup, Nidji Salomon Odile. Merci d'avoir accepté notre invitation à l'émission L'écho des femmes sur la radio Passion culturelle. La même question pour le docteur Larsen, un message de sensibilisation à l'endroit de nos auditeurs. Votre dernier mot, cher docteur Vladimir Larsen. Bon, écoute, l'émission, c'est Écho des femmes. Donc, oui, c'est bien ça. Je vais me faire l'écho des femmes. Je serai moins abondant que mes prédécesseurs, et en disant tout simplement que prévenir vaut mieux que guérir. Et donc, ce qui sous-entend que c'est préférable de se faire dépister, c'est préférable de se faire consulter. Non seulement c'est une bonne chose pour la santé, parce que ça évite de faire des diagnostics tardifs avec tout ce que cela comporte sur la santé de la personne, avec tous les problèmes que ça va causer, mais aussi, ça va coûter moins que quand on devra traiter des problèmes à des stades avancés. Donc, en ce sens, et lorsque les femmes ont des douleurs particulièrement concernant le sujet qu'on est en train de discuter, il faut quand même faire une consultation pour s'assurer que ce n'est pas la maladie et qu'on puisse mieux les orienter, mieux les aider. Et encore, puisque bientôt nous allons vers la période des fêtes de mer, pas vrai? Donc, j'en profite pour dire qu'il faut non seulement se faire dépister pour l'endométriose, mais toujours est-il, le cancer du col avec le pap test, l'autopalpation pour le cancer du sein, ok? Et ce sont des maladies qu'en se faisant consulter assez tôt, on peut éviter d'aboutir à des situations où la personne va mourir parce que tout simplement, on n'a pas su faire les bons choix au bon moment. Voilà. Et ça a été un plaisir pour moi de participer à l'émission sur la chaîne Passion culturelle. Et c'est aussi un plaisir d'être avec vous, notamment Sylvie, dans son pèlerinage, et Nidji. D'accord? Et j'ai eu le privilège de faire sa connaissance, ça fait peut-être un mois, ou moins d'un mois. D'accord? Et puis à vous aussi. Donc, et puis toutes les auditrices et auditeurs de l'émission d'aujourd'hui. Voilà.
Merci beaucoup, docteur Vladimir Larsen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir donné toutes ces informations si riches aux auditeurs et auditrices de la radio Passion culturelle, de l'émission L'écho des femmes. En tout cas, ce fut un plaisir. Merci, mesdames. À la prochaine. Bonne continuation. Laissez enfant bougie au page les bords, même responsabilité, et au nom. Si nous qu'arrive Tchambé Kaila, si nous ces femmes qui doutent, pour travail, l'esclavage fini, doit ne puissage qu'à sévir, pour qui ça en pays, ni des femmes qui cassent souffert. Bonsoir Lydia. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de beauté, de mode ou de bien-être, bien que la santé rejoint le bien-être. Aujourd'hui, mardi 23 mars, on va parler d'endométriose. Comme vous avez pu le voir, c'est une maladie encore bien méconnue, une maladie gynécologique chronique et douloureuse, et parfois on a du mal à la diagnostiquer. Sachez que désormais, une fois par mois, on va réaliser une émission spéciale traitant d'un sujet de santé et autres. Et ce soir, on va parler de la maladie d'endométriose. Et que pour information, sachez que dimanche 28 mars prochain, c'est la journée mondiale pour lutter contre cette maladie, l'endométriose. Il faut savoir qu'il y a 4 millions de femmes qui sont touchées par cette maladie en France. Donc cela fait une femme sur 10. Et pour ma part, moi je vais plus parler des femmes connues ou célèbres qui ont été touchées et qui sont encore touchées par cette maladie. Je vais vous parler de 3 femmes de différentes générations qui ont connu l'endométriose et qui malgré tout ont trouvé une solution, notamment contre l'infertilité, et qui sont devenues mamans. Je vais commencer par Sonia Dubois, 57 ans, qui est née Sonia Claude Parent, que vous connaissez tous, qui est une journaliste et actrice française et qui auparavant présentait la chronique dans l'émission Froufrou. Et à ce moment-là, c'était une surprise car elle ne s'y attendait plus. Deuxième femme dont on va parler aujourd'hui, c'est la mannequin et chanteuse Imani, 42 ans, de son vrai nom Nadia Mladja, qui est ambassadrice de l'association Endominde. Et moi personnellement, j'ai connu cette maladie par son témoignage à la télévision. Imani se bat depuis 2014 pour faire disparaître le tabou autour de l'endométriose. Elle-même atteinte depuis l'âge de 15 ans, la chanteuse a multiplié les prises de parole pour donner un coup de projecteur sur cette maladie. En novembre 2018, elle s'est exprimée dans les colonnes d'un magazine à l'occasion de l'Endorun, la toute première course pour lutter contre l'endométriose. Imani témoignait à cette occasion en disant qu'il y avait de plus en plus de gens qui connaissaient cette maladie. La parole se déliait. Il existe de nombreux blogs qui font sortir la maladie de l'ombre. Le tabou s'effrite aussi grâce aux hommes qui osent désormais se confier sur le sujet en tant que père ou compagnon. Sachez que Imani a 2 enfants
malgré cette maladie, l'endométriose. Un petit garçon qu'elle a eu du mal à avoir et elle a mis beaucoup d'années à l'avoir. Et une petite fille qui est arrivée par surprise. Pour ceux que ça intéresse, sachez que l'association Endominde se trouve à Paris 12e. Troisième femme dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Laurie Pester, la chanteuse que vous connaissez tous, qui a 38 ans. Laurie suivait un traitement pour empêcher la progression de la maladie. Elle a décidé de faire congeler ses ovocytes en Espagne pour avoir un enfant un jour, car dans 25 à 50% des cas, l'endométriose entraîne l'infertilité. Plus connue sous le nom de Laurie, elle témoignait en disant que les premiers signes de la maladie ont été les douleurs atroces. Elle était obligée de rester au lit avec des antidouleurs et une bouillotte sur le ventre. Elle a expliqué ça lors d'un entretien dans le magazine télévisé 7 à 8 en septembre 2019. Et bonne nouvelle, elle a eu une petite fille en août 2020. Le tout est de ne jamais rien lâcher. Il faut savoir, pour finir, que beaucoup de jeunes filles ont l'endométriose durant l'adolescence et elle est en moyenne dépistée que 7 ans après l'apparition. Et qu'il y a projet d'une mise en place de dépistage pour les jeunes filles dès l'adolescence. Aujourd'hui, par le parcours, le témoignage et les actions de ces 3 femmes, je voulais donner espoir aux gens connus ou moins connus, comme vous et moi, de combattre cette maladie pour avoir un enfant pour les femmes qui le souhaitent. Chers auditeurs, chères auditrices, mesdames et messieurs, j'espère que cette émission spéciale endométriose vous a plu. C'est Isma de la chronique Beauté, Bien-être et Mode de l'émission Écho des femmes et de la radio Passion culturelle. Au revoir, chers auditeurs, chères auditrices. Le mouvement mondial des femmes leaders panafricaines est une plateforme qui regroupe des femmes leaders africaines, caribéennes et afrodescendantes à travers le monde. Elle rassemble des femmes politiques, chefs d'entreprise et responsables associatives. Le mouvement mondial des femmes leaders panafricaines a été créé il y a quelques années par la présidente de l'association Omega, Madame Marthe Dédé Koivogi, aussi connue sur le petit surnom de Mama Africa. L'objectif principal du mouvement mondial des femmes leaders panafricaines est de promouvoir le leadership féminin dans nos communautés afin que les femmes participent au développement socio-politique dans leur pays et qu'elles fassent entendre leur voix dans la prise des décisions majeures qui peuvent affecter leur population. Nos différents contacts pour nous trouver, c'est 102 avenue des Champs-Élysées dans le 8e à Paris, en France. Nous avons aussi des numéros de téléphone. Nous avons notre site internet qui est le www.femme-panafricaine.org. Nous avons aussi notre adresse email femmeleaderpanafricaine@gmail.com et bien sûr notre Facebook qui est le mouvement mondial des femmes leaders panafricaines. Mouvement des femmes leaders panafricaines. Pour nous rejoindre, remplissez le formulaire d'adhésion. Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, j'ai une dernière petite annonce à vous faire avant de vous quitter. Le mouvement mondial des femmes leaders panafricaines poursuit sa campagne activiste jusqu'à la fin du mois de mars. Ce samedi 27 mars 2021, à partir de 20h, heure de Paris, n'oubliez surtout pas la 5e conférence internationale organisée par le mouvement mondial des femmes leaders panafricaines en partenariat avec ses médias partenaires. N'oubliez pas de vous brancher. Le thème de cette conférence est Femmes, Arts et Culture. Nos panélistes pour cette conférence internationale, Madame Delicia Souka, présidente du mouvement mondial des femmes leaders panafricaines, commission Arts et Culture, conseillère municipale à la lecture publique et écrivaine pour le discours d'ouverture. Madame Véronique Diarra, enseignante, conteuse et écrivaine.
Madame Sylvie Jean Lavallée, auteure du livre En t'attendant mon combat contre l'endométriose. Madame Agnès Pidichetti Glélé, écrivaine et peintre. Madame Ludmé Gu, docteur en philosophie et professeure de lettres et d'histoire. Madame Irène Pousse Bumba, écrivaine et éditrice. Madame Aline Edgetsoup, artiste, auteure, compositrice et interprète. Madame Rita Romain, notre artiste invitée, chanteuse. Cette conférence sera co-animée par Madame Fanta Bayo Lévesque et Madame Lydia Antoine comme modératrice. Ce sera en direct sur la page Facebook du Mouvement mondial des femmes leaders panafricaines de la radio Passion culturelle, la RPC. Soyez au rendez-vous ce samedi à partir de 20h. Un dernier rappel, pour participer dans cette émission ou pour passer dans l'émission de la radio RPC, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par email contact@larpcplus.online par WhatsApp de la radio qui est le +33 si vous appelez de l'étranger. Sinon, vous composez le 07 81 28 31 76 ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle. Vous passez nous voir directement dans notre studio qui se trouve au 141 avenue de Verdun à ici les Moulineaux. C'est la fin de l'émission. Un remerciement spécial à tous les auditeurs et auditrices qui étaient branchés pour participer et écouter l'émission. Remerciement spécial à tous nos invités du jour, Madame Sylvie Jean Lavallée, le docteur Vladimir Larsen et Madame Nidji Salomon Nozil d'avoir donné toutes ces informations si riches aux auditeurs et auditrices de l'émission L'écho des femmes, émission spéciale maladie contre l'endométriose. Remerciement à notre chroniqueuse Isma, remerciement à notre technicien Wilson et je voudrais passer une petite dédicace à notre chroniqueuse qui est en direct des États-Unis, Madame Betty Fortuna. Elle sera avec nous la semaine prochaine. Et merci surtout à tous nos super branchés de l'émission L'écho des femmes. Sans vous, on n'est rien du tout. N'oubliez surtout pas d'aller nous soutenir sur tous nos réseaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les pages de l'émission L'écho des femmes, sur la plateforme Radio Passion Culturelle, sur la plateforme du Mouvement mondial des femmes leaders panafricaines, sur le YouTube aussi du Mouvement mondial des femmes leaders panafricaines, et surtout d'aller soutenir tous nos invités. Je vous invite aussi à aller chercher votre livre En t'attendant mon combat contre l'endométriose. C'était notre invitée du jour, Madame Sylvie Jean Lavallée, qui est l'auteur. Merci pour votre fidélité. Encore une fois, sans vous, on n'est rien du tout. C'était Lydia Antoine pour votre émission L'écho des femmes. À la semaine prochaine, même heure, même antenne. À bientôt. On entend mon petit père, le bon mon la flic hier soir. On entend du vent pleurer, dans les cocos de fait noir. On entend la brise planière, des ronds de pied l'automnière. On entend nous les gars cassés hier soir. On entend l'orage craquer, fait mon petit paillot trembler. Mon voisin clapé frappé, à travers mon carreau vite cassé. Des hommes et d'hommes hurlés, trop pour y aboyer. Quand on est qu'à j'avais cassé hier soir. Quand même le théorie qui annonçait, ou pas tu m'aimes ou les écouter. Tu as le fait ou un prudent, et nous n'a pris de mauvais temps. La présent, ou à péclairer, ou petit les cœurs et tout trempé. On entend son sourire trafiquer, depuis mon côté de mon voisin. On entend les bombes souffler, depuis la ouette, mis cette éteint. On entend le sourire crier dans la cuisine grand matin. Quand on est qu'à cassé hier soir. Quand même les théories qui annonçaient, ou pas tu m'aimes ou les écouter. Tu as le fait ou un prudent, et nous n'a pris de mauvais temps. La présent, ou à éclairer, ou petit les cœurs et tout trempé.
On entend la pluie petit père, le bon on l'a fait hier soir. On entend du vent pleurer, dans les cocos de fait noir. On entend la brise plénière, des hauts dans les latanières. On entend nous les gars cassés hier soir. On entend nous les gars cassés hier soir.